Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité avec nos observateurs du mardi, ce sera donc après la coupure pub, on aura plusieurs thématiques à aborder, ça va être intéressant, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mardi 18 octobre 2022 et les salariés de la société Datex qui livre les repas dans les établissements scolaires du Sud Basse-Terre sont mobilisés. Ils dénoncent le manque de matériel qui ne permet pas de travailler dans des conditions optimales. C'est sans compter l'état d'insalubrité des machines qui, semble-t-il, devrait être remplacé. Ils réclament aussi une revalorisation salariale. On fait le point. Travailler en 10 ans là avec des matériels insalubres, matériel là pas bon. Yo déjà dit yo qu'on ça changer, yo veut pas changer. Et là c'est là nous n'y ras-le-bol depuis grandes vacances, avant grandes vacances depuis mois de mai, nous te dit yo comme ça que fou là qu'est tombé en rade et ni en tombé en rade avant nous de parti, yo pas rangé, yo dit yo pour faire nous des promesses que yo cache neuf. Là regardez sauteuse là, j'en ai presque un an, il pas qu'à fonctionner. Yo dit nous yo acheter pièces pour j'arriver, yo fait de vie, nous qu'à attendre. On travaille avec collègues durant les grandes vacances et nous comprenons de dire que les travaux étaient faits. Là, nous virons pas ni pour travaux qui fait. Nous travaillons, nous pas vrai pour technicien, pour mon agréé venir ranger ces appareils là. Nous pas comprendre. Et il a augmenté l'effectif là. Nous passons à 4100 couverts par jour. Donc, et les menus pas adéquats pour nous travailler. Qui fait que nous travaillons avec un four qui a monté à 160 degrés, plus en marmite et l'autre là qui a sointé et qui a éteint à chaque fois. Et pour lui, il faut nous travailler. Donc, après, regardez, nous faisons une réunion avec, nous faisons droit de retrait parce que nous avons souffert. Pour si on dit nous avons souffert, la population nous a souffert. Nous avons dit, madame là, comme ça, qu'il faut faire réparation. Il a nous des promesses, mais il n'a pas qu'à respecter les promesses. Nous toujours fait les enfants passer avant depuis des années. Nous avons travaillé dans une situation vraiment précaire. Depuis des années, nous avons fait les enfants passer avant. Les parents, nous sommes des parents de famille. Tout le temps, nous avons dit ça, nous sommes des parents de famille. Nous sommes aussi, quand nous avons mangé à la cantine, nous avons payé la cantine aussi. Nous en souffrance, quand on rentre en souffrance. Mais nous disons stop, nous avons arrêté aujourd'hui là. Il faut y mettre les conditions de travail pour nous payer travail. Nous avons découvert, à la visite en nous, que yo prend un prestataire pour faire manger ba yo et prestataire là qui vient dire que c'est Datex nous quand nous compte que yo dit c'est nous et nous en piqué de grève et nous en chemin là nous quand voir les différents sites à quel moment tout chauffeur nous avec nous et tout cuisinier tout ces employés là nous tout ensemble à quel moment on fait manger là demain si vont bien arriver yo veut dire yo vient porter nous du doigt et les parents à pas nous qui fait manger nous en grève. Yo ka produire en notre cuisine. Et on sait bien que nous sommes employés. Aujourd'hui, là, nous devons pour nous dire aussi, pas oublier que nous là, nous quand enrichir avec des mains en nous, force à récompenser nous aussi, assis salaire en nous aussi. Bon, nous, ça nous besoin, Dieu en nous que nous besoin. Pas mentir, bah, mon. De son côté, la direction de la société Datex indique avoir concédé une augmentation de 140 € net dans le cadre des NAO, soit moitié moins que la somme demandée par les salariés, certes, mais elle précise également avoir revalorisé le bonus Bino à 200 € net mensuels, fait évoluer la grille d'ancienneté de 1% et augmenter la prime de salissure de 30%, et ne peut donc pas accéder à des requêtes supplémentaires. Et notez que de nombreux employés demandent des revalorisations salariales, que ce soit en local ou au national, à commencer par ceux de Total Énergie qui réclament une augmentation de 10%. Ces derniers ont donc pointé du doigt leur PDG qui a vu son salaire doubler entre 2020 et 2021. Des déclarations qui ne plaisent pas à Patrick Pouyanné qui a tweeté ceci. Je suis fatigué de cette accusation de m'être augmenté de 52%. Voici la vraie évolution de ma rémunération depuis 2017. Elle est constante, sauf en 2020, car j'ai volontairement amputé mon salaire et ma part variable a normalement baissé avec les résultats de Total Énergie. Et comme vous le voyez effectivement sur le document qu'il a publié, il a baissé son salaire effectivement en 2020, puisque Total n'a pas eu beaucoup d'activités avec
les confinements successifs. Donc des résultats amoindris forcément, mais effectivement, il s'est quand même augmenté par la suite de 51,7% pour revenir donc à son niveau salarial d'avant Covid. Patrick Pouyanné qui tout de même touche 500 000 € par mois. Et quand on parle de gros salaires, puisque vous le savez, ils étaient quand même 107 000 à défiler dans les rues de France aujourd'hui contre l'inflation et pour l'augmentation des salaires aussi. On note effectivement la promotion de Jean Castex, donc l'ancien Premier ministre, est nommé nouveau président directeur général de la RATP. Monsieur Castex qui, lui, touchera quand même 10 fois moins que le PDG de Total, soit entre 40 000 et 50 000 € par mois pour un revenu annuel autour des 450 000 €. C'est beaucoup plus effectivement qu'un salaire de ministre dans les 10 000 €. Et pas une journée ne passe sans qu'une opération de solidarité envers les sinistrés de Fiona soit mise en place. Les associations Foss APILA, Tropical Dansard et Tous Réunis organisaient une collecte de dons à Petit-Bourg. Le reste en images. C'est l'entraide, les gens n'ont pas encore compris ça maintenant, mais c'est ainsi qu'il faut qu'on vive. Il ne faut pas attendre des trucs comme ça. Des fois, on a de la famille qui est en souffrance, ils ont qu'à faire comme s'ils n'ont pas connaître. Après, ils ont qu'à attendre, t'as là, ni problème. Non, là, ça arrive et bien, je suis contente de donner. Il faut. C'est notre cinquième opération. Nous avons sillonné la Guadeloupe et les nœuds de sinistre depuis 5 semaines, depuis Fiona, pour lancer notre part, pour faire notre contribution et apporter notre pierre contributive pour permettre aussi d'aider ces populations en détresse. Je ne suis pas concernée, mais demain ça peut être mon tour. Donc il ne faut pas rester inactif. On a démarré cette action à Bemao avec Tropical Dansard et le groupe Kaika Fête en 971. Et le berceau de Moïse, on a voulu cela. Et après, avec tous réunis, on a dit pourquoi pas faire cela passer dans toutes les communes avoisinantes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve à Petit-Bourg. On est là avec eux. On est là, on remercie aussi, je tiens à remercier les Bémois aussi qui nous ont donné des dons pour apporter presque tous les samedis. Et nous arrivons à la phase finale aujourd'hui. Et voilà. Nous avons fait ces collectes, nous avons distribué une partie, nous allons continuer à distribuer une partie pour la population. Car il est très important, c'est sûr que tout le monde peut s'acheter de l'eau, des pâtes et même les sinistrés, mais c'est pour leur permettre d'avoir une aisance financière pour investir dans d'autres choses qu'ils ont perdu, des vêtements, des meubles, de l'électroménager, etc. Donc leur apporter ce soutien, cet allègement financier au travers de la nourriture, des denrées alimentaires, de l'eau, etc. Parce qu'ils n'ont surtout pas d'eau aussi. Ça leur permet d'avoir une aisance d'acheter du matériel pour leurs enfants, pour retourner à l'école, etc. Donc, c'est la grande solidarité guadeloupéenne qui a joué aujourd'hui, celle qu'on a toujours connue, qui est là, qui n'a pas disparu, mais il fallait juste la réveiller. Donc, nous voyons de magnifiques élans de solidarité. Nous remercions l'ensemble des commerçants qui ont contribué à cette belle manifestation. Et donc, c'est tout ce que nous avons à dire aujourd'hui et nous serons toujours aux côtés de la population. Et au-delà des actions ponctuelles, certaines entreprises se tournent vers l'économie sociale et solidaire. C'est le cas de la friperie Kanawa à Pointe-à-Pitre, un concept store éco-responsable où le recyclage est maître mot. Laura Labelle nous présente ce nouveau type d'entreprise. Regardez. Une boutique solidaire et sociale. On va décomposer en deux. Donc solidaire dans un premier temps, puisque nous recevons des dons de la part de la population guadeloupéenne, marie-galantaise, etc. Donc on reçoit des dons et ces dons, on va les trier dans notre ressourcerie qui se trouve derrière. On va les trier, les laver et les étiqueter et les revendre à prix solidaire. Donc ça, c'est pour la partie solidaire. La partie sociale, c'est parce qu'on fait partie d'une association médico-sociale qui est marie-galantaise. Et donc avec cette association, on accueille des personnes en situation de handicap avec des éducateurs spécialisés qui les encadrent dans nos ateliers pour leur permettre de se développer, de développer leurs compétences et éventuellement de s'insérer après dans la société. Le concept s'appelle Kanawa. Et Kanawa, en fait, ça voulait dire ancienne barque. Ce sont les barques que les Arawaks utilisaient, les Amérindiens utilisaient à l'époque pour se déplacer d'île en île et faire la liaison. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé Kanawa, puisque c'est la liaison entre le social, le solidaire, l'éco-responsable.
C'est très simple. Vous venez juste à la boutique avec vos dons et nous, on les récupère. On note votre nom, votre prénom et tout avec ce que vous avez donné. Et de notre côté, on va les trier, les laver et ensuite, on va les dispatcher. Soit les revendre à prix solidaire, soit les donner à des associations qui en ont plus besoin. Par exemple, après le cyclone, après des tempêtes, on peut les donner. Ou alors, on va les transformer. On va récupérer le tissu qu'on ne peut pas vendre, on va couper et on va fabriquer des coussins en patchwork, on va fabriquer d'autres vêtements. La friperie, c'est un état d'esprit. En fait, c'est être éco-responsable, c'est se dire que la mode, c'est un cycle. On achète un vêtement aujourd'hui, il sera à la mode dans 10 ans, on n'est pas obligé de le jeter. On peut le revendre à quelqu'un d'autre. C'est pas forcément quelque chose qui doit être à un aspect vieillot. On a envie que ce soit attrayant, que ce soit joli et que ça donne envie. Donc on travaille énormément le visuel ici. Acheter chez Kanawa, c'est participer à tout notre concept store, puisque c'est plus qu'une boutique, c'est un concept store. C'est participer à tout ça, c'est faire un geste qui est éco-responsable, c'est aider les jeunes de la population guadeloupéenne qui sont laissés de côté suite à leur handicap. Et donc c'est vraiment plus qu'un achat simple. C'est vraiment participer à tout un projet qui est beau, qui est social et qui aide notre société guadeloupéenne. Un sujet signé Michel Depape. Et les collectivités, elles, se penchent sur le droit pénal de l'urbanisme. En Guadeloupe, nombre de constructions sont jugées illicites parce que situées sur des zones inondables. Un constat indéniable après les dégâts occasionnés par la tempête tropicale Fiona dans plusieurs zones résidentielles, que ce soit par mauvaise habitude, manque de connaissances ou par le biais d'arnaques foncières. Les services de l'État durcissent le ton pour faire respecter la loi. Le procureur et le préfet entendent procéder à la destruction pure et simple des habitations non conformes. Regardez. Je pense que ce séminaire doit nous permettre de tous travailler ensemble, de vraiment sur toute la chaîne, depuis le constat, l'infraction, les procédures, jusqu'à l'exécution des décisions de justice pour qu'il y ait vraiment une coordination de tous les acteurs. C'est des démarches complexes et il faut que tous les acteurs soient coordonnés pour qu'on puisse les mener à terme. Et les constructions illégales peuvent avoir des conséquences assez dramatiques dans certains cas. Elles sont souvent, Fiona nous l'a rappelé assez récemment, situées dans des zones inondables. Et donc, le fait de construire dans des zones inondables, non seulement on met en danger la personne qui vit, mais on augmente également la vulnérabilité des bâtis autour. Donc, il est vraiment important de connaître les zones dans lesquelles on s'installe. Cet événement est important parce qu'il permet de créer un lien, une communication entre les maires et l'institution judiciaire. Comme vous le savez, l'urbanisme et notamment les constructions illicites, c'est une véritable préoccupation en Guadeloupe, avec notamment le risque inondation ou submersion. Donc il appartient aux agents verbalisateurs, soit des mairies, soit la gendarmerie, soit la police, de faire des constatations, des procès-verbaux. On a toujours pris nos responsabilités à ce niveau-là, contrairement à ce qui est dit. Si on ne prenait pas nos responsabilités, les maires seraient aujourd'hui inquiétés judiciairement. C'est clair. Seulement, on sait quand même qu'il se passe des choses. Il y a des constructions illégales, il y a des constructions illicites qui ne respectent pas les règles. On sait que ça existe. Il y a des procédures judiciaires, mais qui sont longues et qui sont des fois interminables. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, qui ont construit en zone inondable, avec un risque majeur. Là, ce sont des affaires que nous allons amener au tribunal. Nous allons demander des peines significatives, notamment d'amende. Et puis, c'est un scoop que je vous donne. Je vais me rapprocher des services de la préfecture parce que le tribunal peut prononcer des démolitions. Donc, on prend une maison et puis on la rase. Et c'est ensuite une procédure qui se met en œuvre entre le procureur de la République et le préfet parce que certaines constructions ne peuvent pas subsister. Votre voisin, à vous, monsieur, a construit sa maison en ayant demandé son permis de construire. Il est parfaitement dans les normes. Et puis celui d'à côté va construire sans permis de construire en zone inondable. C'est pas possible. Et on se rend maintenant au salon de la boulangerie-pâtisserie, l'occasion pour les professionnels du secteur d'échanger autour de la profession et du devenir de cette dernière. Des échanges, mais pas que, avec l'organisation du concours du meilleur apprenti. 15 jeunes venus de Martinique et Guadeloupe s'affronteront donc devant effectivement un jury composé notamment du champion du monde de la boulangerie. Ça va pas rigoler, le reportage. On a voulu créer un salon pour fêter nos 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on travaille en Guadeloupe et en Martinique et en Guyane, dans tout l'arc antillais.
et on a souhaité, pour remercier toute notre clientèle, faire une fête de la boulangerie, et un salon est l'occasion de faire une fête de la boulangerie. C'est très important en fait de faire échanger les professionnels. Donc on a des professionnels de la boulangerie, on a des écoles, on a des politiques et on essaye de les mettre tous ensemble pour essayer de communiquer, faire évoluer le métier de la boulangerie. On a 15 apprentis, on a les 5 écoles de Martinique et Guadeloupe. Donc on les a réunis, donc ils ont fourni chacun 3 élèves qui vont s'affronter. Et demain on aura donc le résultat du concours. Donc le concours sera présidé par Monsieur Xavier Honorin, qui est champion du monde de la boulangerie. Très content, très heureux. On va mettre en compétition des jeunes de toutes les Antilles. C'est une des premières fois qu'on a un concours dans cette zone-là pour des jeunes boulangers aussi jeunes. Le fait de venir ici, c'est déjà un engagement parce qu'ils se mettent un petit peu en danger. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas peur de venir, d'affronter. Et puis la deuxième chose, c'est l'expérience qu'ils vont emmagasiner. Ils vont apprendre des choses. Et puis la troisième chose, c'est l'échange. Et je crois que là où ils vont tous gagner, c'est dans l'échange. De rencontrer les autres apprentis de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane, de rencontrer les professionnels, les gens qui sont dans le matériel, dans la farine. Tout ce monde-là, tout ce microcosme un peu boulanger-pâtissier, eh ben ça doit être leur avenir, ça va être leur avenir. Et il faut qu'ils rencontrent ces gens-là. Il faut qu'ils intègrent ce réseau aussi. Et donc c'est important dans leur connectique, dans leur connexion, d'arriver. Alors aujourd'hui ce sont des jeunes, nous on les prend très au sérieux parce que c'est les futurs de demain et donc on leur donne une place prépondérante et je pense que Jean-Marc Gravier, JMG, Bongard et voilà, tout est fait ici pour booster un petit peu cette jeunesse-là et donc ouais, ils apprennent par l'échange, ils apprennent par le contact et nous on est très contents qu'ils soient là, très très contents. Des images signées Maxime Morel. Et vous noterez la bouteille d'huile. Il faut que j'aille voir les prix vraiment parce que les 5 €, on me parle d'huile à 5 € depuis quelque temps. Il faudrait vraiment que j'aille vérifier. Et la ville des Abîmes, parlons de la ville des Abîmes maintenant, qui lance le village de la famille, une crèche nouvelle génération qui accueillera les tout-petits de 5 h du matin à 23 h. Elle compte aussi un accueil de loisirs sans hébergement et la maison de la parentalité. Un espace donc pour que toutes les générations se croisent et se regroupent. Regardez. Le village de la famille, c'est un espace qu'on va retrouver bien évidemment une crèche atypique, horaire atypique, qui sera ouverte de 5 h du matin à 23 h, qui sera implantée sur le territoire de la ville des Abîmes, non loin du CHU, parce qu'aujourd'hui nous voyons comment cette zone en expansion et qui se développe de plus en plus avec l'arrivée du CHU, l'arrivée aussi de nombreuses administrations sur le territoire. Dans cet espace de la famille, nous allons retrouver aussi un ALSH, un accueil de loisirs sans hébergement, pour aussi nos enfants qui pourront utiliser cet espace, bien évidemment, avec aussi la maison de la parentalité. En gros, c'est tout un espace où on va retrouver des activités en passant par des ALEP de l'enfant de 0 jusqu'à l'âge de 25 ans. Et ce projet a été réalisé bien évidemment en partenariat avec la CAF parce que nous avons signé cette convention le 8 décembre 2020. Et là, nous avons cette fiche d'action créée, donner de l'attractivité à la petite enfance et aussi à l'animation de la vie sociale. Ce projet n'a pas été fait seul, ça a été fait vraiment en étroite collaboration avec les élus qui sont transversales à ce dispositif. Je pense à Madame Renée-Georges Nabajot qui est l'élue à la parentalité. Comment faire les finances si j'ai pas mon élu, l'élu avec moi pour parler finances, Madame Leslie Parra. La petite enfance, Madame Micheline Gélas. Et bien évidemment, moi, Madame Théophile, en tant qu'élue en charge de la CTG, et bien évidemment, tout cela ne peut pas se faire sans l'accord et la validation de notre maire, Éric Jalton, qui a tout de suite vu l'enjeu, l'importance pour lui d'implanter sur ce territoire ce beau village de la famille, un projet à plus de 6 millions d'euros qui fera le bonheur, bien évidemment, des Abîmiens, mais aussi le bonheur des Guadeloupéens. Le conservatoire d'Aubervilliers vient à la rencontre des jeunes Guadeloupéens. L'occasion pour les élèves d'avoir un nouveau regard et un regard neuf sur leur performance en danse. Le reportage. Je viens dans le cadre du CRA 93, dans lequel je suis professeure de danse jazz et coordinatrice du département danse. Et donc je suis là pour représenter le CRA 93, mais surtout pour développer un partenariat avec, dans le cas des classes S2TMD,
avec le lycée Carnot et le centre culturel Sonis. Rencontrer les jeunes de Guadeloupe avec leur culture, surtout c'est très important, leur histoire. Donc j'ai commencé déjà par les questionner sur leurs envies, leur parcours et ce qu'ils attendent de la classe S de TMD, qui est donc une classe technologie, musique, théâtre et danse. C'est important pour voir ce qu'il y a après, savoir aussi comment ils sont perçus, justement. Nous, on a un regard bienveillant, bien sûr, la personne a un regard bienveillant, mais on commence à bien les connaître, peut-être des fois trop les connaître. Donc des fois, c'est très important d'avoir un regard extérieur qui porte de nouveau des choses, ou qui pointe des choses, ou qui révèle d'autres choses. Alors ce stage, c'est déjà beaucoup, parce que ça me permet de voir quelqu'un autre que la Guadeloupe, donc quelqu'un de France. Et moi, je suis jamais allée en France, donc du coup, pour moi, c'est comme un rêve. Ça permet aussi de faire des voyages, de faire de nouvelles rencontres avec des artistes. Moi, j'attends ce stage qu'on puisse découvrir aussi une autre manière de danser et découvrir de nouveaux professeurs, enfin une nouvelle professeure dans ce cas-là. Et oui, j'ai beaucoup de questions, donc on va voir un peu à quel moment je ferai les poser, etc. Et après la danse, on parle de musique classique. Et à cet effet, je reçois Romuald Grimbert-Barré, qui est soliste international. Il est en compagnie d'Anna Noverka, directrice de la culture et du patrimoine à la Ville des Abîmes. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Alors, la Ville des Abîmes qui organise une série effectivement de concerts. Les solistes de Guadeloupe, quatuor à cordes, musique de chambre. Dites-nous en plus, parce que bon, absolument, les solistes, je veux bien. Quatuor, je veux bien. Mais musique de chambre, il faut nous expliquer. Eh bien, en tout cas, je dois déjà remercier Canal 10 de nous inviter. Et c'est vrai que notre maire ainsi que nos élus sont vraiment fans de tout ce qui est culturel. Nous avons en ce moment un magnifique programme avec Monde en Vue. Je dois vous dire que j'y étais hier soir, c'était un succès. Et donc, le Festival du film des droits de l'homme. Le Festival du film des droits humains avec donc Madame Gustave. Et puis cela se poursuit, puisque avec le collectif qu'on appelle le CEDAC, qui est le collectif, je dois dire, des espaces de diffusion artistique et culturelle, nous avons tenu à mettre en exergue la musique de chambre. Parce que nous nous sommes rendus compte que cela fait depuis 2019 où nous travaillons ensemble. Et nous avons donc fait de la danse, du hip-hop, du chant, etc., du théâtre, et pourquoi pas autre chose. Et c'est en ce sens que nous avons choisi ensemble, parce qu'il y a un programme sur toute la Guadeloupe. Nous passons dans toutes les salles, et c'est pour cela que j'ai vraiment l'honneur d'accompagner ce soir Romuald Grimbert-Barré. C'est quelqu'un de formidable, de très intéressant. Nous avons beaucoup discuté parce qu'il est soliste international et il va faire partie de ce groupe de personnes qui nous présentera ce grand moment. Et c'est vrai que quand notre maire a vu, Éric Jalton a vu qu'il y avait le Chevalier Saint-Georges dans ce programme avec du Schubert, il s'est dit, moi je saute sur l'occasion et j'invite tous les publics à venir. Merci. Alors effectivement, depuis quelques années, on essaie de démocratiser effectivement cette musique classique qui est plutôt élitiste. Vous qui voyagez à travers le monde, est-ce que vous pouvez nous dire si votre public se diversifie? Alors, on fait tout pour. C'est effectivement un des soucis que peut rencontrer, je dirais, les concerts classiques, parce que classique, tout de suite, le public pense ne pas avoir les codes, ne pas s'y connaître assez pour apprécier. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi un répertoire très varié, dans lequel on a vraiment mis en avant la proximité. Parce que notre but, oui, c'est de démocratiser cette musique. Et c'est vrai que c'est une musique qui nécessite une écoute particulière. Parce que je dirais qu'il faut vraiment, contrairement à la musique plus moderne, il faut vraiment se concentrer, avoir... c'est pas quelque chose dans lequel on peut zapper, comme, parce que, voilà, c'est vrai que on va utiliser ces concerts pour partager des moments avec ce public et aussi pour expliquer ce qu'il y a à écouter, comment comprendre où va cette musique. Et on a des pièces assez courtes qu'on a assemblées pour l'occasion, donc du Chevalier de Saint-Georges, dont j'adore jouer la musique. Des mélodies qui parlent déjà aux oreilles. Exactement, c'est vraiment ce qu'on a voulu. On a choisi le programme en se disant qu'il faut
qu'il puisse convenir à un public qui n'a pas forcément l'habitude d'aller au concert classique. Et on va bien sûr expliquer entre les œuvres, et le but c'est que ce soit le plus convivial possible et que le public qui n'a pas l'habitude de ce type de musique ait envie d'en apprendre davantage et d'écouter bien sûr de nouvelles œuvres et d'aller au concert classique, bien sûr. Alors quand on écoute effectivement des œuvres peut-être plus hip-hop ou bien dans d'autres catégories, on écoute un tout. Est-ce que pour la musique classique, on doit effectivement se concentrer que sur un instrument à la fois? Non, pas forcément du tout. On peut aussi découvrir énormément de choses en réécoutant les œuvres. C'est vrai que moi, je sais que les œuvres que je préfère, enfin que j'apprécie vraiment le plus, sont des œuvres que parfois j'ai dû écouter plusieurs fois pour apprécier différents aspects. Et donc c'est sûr que c'est quelque chose qui doit mûrir aussi en soi. Et non, il y a plein d'écoutes, et moi j'adore aussi après les concerts parler au public parce que chacun peut avoir un ressenti et vraiment c'est complètement divers, enfin c'est vraiment unique, chacun a sa sensibilité et retient plus une œuvre par rapport à une autre, donc pour moi c'est aussi très très riche de nous produire en Guadeloupe et devant un public qui n'a pas forcément l'habitude aussi. Et c'est pour ça que le matin justement on aura des scolaires, des collégiens et des lycéens. Et le soir, ce sera le tout public. Les gens pourront venir en famille. Et pour nous, c'est une aubaine de partager de grands moments tels que celui qu'on va vivre. Parce que sur le territoire, il y a vraiment cette envie qu'a le maire ainsi que mes deux élus, qui sont Mesdames la Cascade et Fitful, de faire partager toute la culture internationale. Je dois dire que dans les axes justement culturels qu'a prévu le maire dans le projet 2023, il y a l'universalité. C'est une manière pour nous aussi de contribuer à la paix. Parce qu'il faut permettre aux enfants, aux collégiens, aux lycéens de découvrir autre chose. Le bouillon est magnifique. En tant que jeune, on aime danser ce bouillon, mais écouter aussi autre chose peut ouvrir l'esprit et peut-être, comme on a pu le constater à travers l'expérience que nous vivons à Cap Excellence avec Demos, où les enfants jouent de la musique, où ils s'approprient des instruments, mais c'est magnifique de voir ça, que des enfants qui au début étaient des néophytes, aujourd'hui jouent devant un public. Et ça, c'est notre plus grand bonheur. Excellent. Donc il y a tout un programme, effectivement, que ce soit pour les scolaires ou pour le tout public. Si on peut avoir le petit programme de façon à ce que les téléspectateurs voient, puisque le lancement, donc, ce sera demain à partir de 20h au Centre culturel Sonis aux Abîmes. Et après, effectivement, vous avez toutes les déclinaisons jusqu'au vendredi 28 octobre prochain. Donc il y a des dates pour tout le monde, a priori. Vous avez ratissé large, vous avez ratissé tout le territoire. Exactement. Et nous, c'est jeudi, donc 20 octobre, à 9h pour les scolaires, mais le tout public aussi, s'il y a quelques petites places, peuvent venir, et le soir, à partir de 20h. Et est-ce que vous avez prévu, c'est pas quelques jours de violon qui pourraient contester ce monsieur? Eh ben pourquoi pas. Romuald, qu'en penses-tu? Une petite battle de violon. Moi, je le vois plus comme un partage. C'est ça. L'intérêt de la musique, c'est voilà, de se réunir. Comme vous disiez, c'est pour la paix. C'est un langage universel. Donc, si certains veulent venir avec leur instrument, ce serait super pour. Vous pourriez être surpris, Guadeloupe terre de champion, mais dans tous les domaines. Ah, mais je suis venu déjà plusieurs fois donner des cours et j'adore ça. Et c'est pour moi, faire des scolaires est vraiment quelque chose d'essentiel pour initier justement ces jeunes qui ont encore moins l'habitude, peut-être que les adultes, à aller à ce genre de concert et à comprendre comment est écrite la musique classique et comment fonctionne tout cela. Peut-être que je rajouterai, si vous me permettez, qu'il y aura d'autres rendez-vous à ne pas rater. Par exemple, le 22, on va continuer avec un répertoire du Chevalier Saint-Georges. Ce sera à 19h. Je dois dire aussi que nous aurons un grand moment le samedi 29 avec M. Bitako, qui va s'approprier des textes d'auteurs. Il va nous faire partager ce grand moment. Je n'oublie pas aussi, pour terminer, le festival du film, du dessin animé, puisque les enfants seront en vacances. Donc le 24 et le 25, le matin à 9h, il y aura ce festival. Et on a pensé aux parents. Le 25 au soir, à partir de 19h, les parents pourront profiter de ce grand moment.
Voilà un peu le programme alléchant que nous avons. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. Je le rappelle, Anna Noverka, vous êtes directrice donc de la culture et du patrimoine à la Ville des Abîmes. Et nous étions en compagnie également de Romuald Grimbert-Barré, qui est soliste international et qui va donc vous jouer de magnifiques mélodies. On vous a l'œil. Hein. Toujours un plaisir. On veut du résultat. Merci. Merci en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau. Merci à vous. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, 1 heure de débrief sur l'actualité. On sera avec nos observateurs, nos jeunes observateurs du mardi. On a quelques thématiques à vous proposer. C'est à ne pas manquer, c'est après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à tous les internautes. Désolé, j'ai fermé l'application, mais je dis bonsoir à tous les internautes qui nous suivent sur le Facebook. Autre petite annonce, si vous voulez des compléments d'infos, on publie énormément d'infos sur l'Instagram de Canal 10. Donc n'hésitez pas à vous rendre dessus. C'est Canal 10 GP officiel. Et c'est tout pour ce soir. À tout à l'heure.